Notre-Dame-des-Landes, c'est l'aéroport de la division. Le projet sera donc abandonné. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, Non. trop enjoué. Ah, Alors, on est déprimé par la minute de silence. par l'actualité de con qu'on se tape. C'est pas possible. Ça, c'est vrai. Oh, bon, on va essayer de parler de cinéma quand même. Allez. Cinéma politique, ZAD, Notre-Dame-des-Landes, Forêt Rouge, Laurie Lassalle, documentaire. Tout est dit. Tout est dit. Tradition, introduction. Ludi Mahoud. C'était hyper bien. Ouais. Ok, bon. On n'a pas dit l'inénarrable. Non, on le dit On pas. n'est plus inénarrable. On n'est plus. On est On s'est même pas narrable en ce présenté. moment. Ouais. On est juste narrable. Ouais, c'est même pas présenté. Ben non, mais c'est toi qui es Alexandre, censé enchanté. faire l'intro. Bonjour, Ludi, enchanté. on critique. Les films, Ouais, Allez. documentaire parfois. qui relève du document. Mmh. On dirait une mauvaise impro. Bon, allez, Bon, allez, on y va comme ça. l'intro. Allez, on y va, vas-y. Allez, chaude l'intro. Non, non, pas les refs à Émeric Caron. Émeric Caron, Émeric Lompré. Pas les refs à Émeric Lompré, s'il Ça, vous y a plaît. rien qui va. Bon, c'est parti. Donc, dans une entrevue pour le journal Mediapart en janvier 2026, la réalisatrice Laurie Lassalle annonce « Forêt Rouge sort en salle et des exploitants nous disent que politiquement ce n'est pas possible pour eux parce qu'il y a les élections municipales et qu'en fait, ils ont peur pour leur poste parce que leur maire est de droite. C'est un privilège de faire le métier de documentariste et pour rien au monde je ne l'échangerai avec qui que ce soit, mais clairement là, je ne sais pas si je pourrais faire un autre film. » Outre l'aspect précaire, le peu de ressources, le peu de bourses, la quasi-impossibilité aujourd'hui de vivre du cinéma documentaire, moi ce qui m'interrogeait c'était le début de cette citation. Une censure par la peur de la droite et de son emprise, peur de perdre son emploi, peur pour l'art qui est déjà grandement mise à mal aujourd'hui. Mais est-ce que le film de Laurie Lassalle il met à jour c'est une autre peur ? La peur des zadistes et de leur mode de vie autrement, autonome, à l'écart du capitalisme. Peur parce que ça marche, parce que ça a marché. En 2017, Laurie Lassalle est arrivée dans la forêt de Roanne, dans la ZAD, zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, là où des centaines et des centaines de personnes se sont réunies pour sauver les terres de la construction d'un aéroport. Pendant 8 ans, la réalisatrice va capter ce lieu et ses modes de vie collectifs, son rapport à la forêt et nous offrir de précieuses images d'un déjà là, celui de la continuité d'une forme de vie commune. Putain, c'est bien, ton intro, elle est vraiment ton sur ton avec l'actualité. Oui. Quoi. Comme quoi, Ah ouais. je fais mon taf, Mais contrairement aux journalistes. C'est quand même un peu triste d'entendre ça, quoi, que le film a pu être... a eu des problèmes de diffusion à cause du propos soi-disant trop politique du truc, quoi. Et dans les faits, il l'est, mais en fait pas au sens où... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Bon, on va le développer, mais c'est vrai que c'est pas un film qui nous assène de propos militants ou politiques avec des voix off qui nous disent regardez comme la ZAD, c'est une espèce d'utopie concrète réalisée de la gauche, c'est l'horizon. Laurie, mais c'est vraiment plutôt... il nous fait ressentir en fait ces choses-là, on les voit. On les voit, on les expérimente à travers le film et c'est juste qu'au lieu qu'on nous le dise, on se le dit nous-mêmes devant. Oui. Et même toute l'histoire de la violence de l'État, il n'y a pas ce discours-là sur la violence de l'État qui voudrait détruire parce que ça lui est insupportable ou quoi, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand même devant le film et c'est ça qui est aussi intéressant. oui, c'est un film qui va beaucoup montrer plutôt que dire. En fait, il va dire en montrant, mais disons... Mm-hmm. Ce qui peut-être en fait un film d'autant plus politique plus que militant, même s'il est un peu les deux. Ouais, et ben on va un peu... on va dérouler tout ça. Mm-hmm. Et peut-être avant, après ton introduction, Ah oui. moi il y avait un point que je voulais aborder, peut-être avant de parler concrètement du film, c'est que, comme ton intro en parle, en fait finalement c'est que le fait que le film existe, c'est déjà quelque chose en fait, de politique et de militant, et qui s'inscrit aussi peut-être dans le projet même du film, c'est-à-dire que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été, comme le livre de Christine Ross, qu'on a lu tous les deux pour préparer cet épisode, la forme commune, la lutte comme manière d'habiter, chez les éditions La Fabrique, le parle, c'est que c'est une résurgence d'une forme commune qui
à chaque fois, on a l'impression qu'elle est oubliée, comme il y a eu la Commune de Paris, c'est arrivé une fois et on dit bon, c'est fini. Et après, il y en a une autre qui arrive et puis on se rappelle de la Commune de Paris. Et puis après, il y a encore une autre qui arrive et puis on se rappelle du Larzac. Et puis après, il y en a encore une autre qui arrive. Et là, on va se rappeler de Notre-Dame-des-Landes où, comme elle parle de la lutte contre l'aéroport à Tokyo ou contre l'aéroport de Mirabel à Montréal. Et en fait, elle dit que c'est des choses qu'on a effectivement tendance à oublier, mais qui reviennent toujours inlassablement, qui sont toujours en fait vivantes. Et le fait d'avoir fait un film sur Notre-Dame-des-Landes, sur cette ZAD, qui en plus cohabite avec d'autres films, il y a eu Direct Action l'année dernière, il y a aussi en ce moment un film qui s'appelle Soulèvement, qu'on n'a pas encore vu, mais qui, je suppose, parle aussi de cette ZAD-là, ou d'autres. En fait, juste d'avoir des productions culturelles, que ce soit des livres, comme celui de Christine Ross, que ce soit des films, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des journalistes qui en parlent, bah, ça fait vivre en fait cette forme commune-là. Et ça permet de la garder vivante, de la garder comme horizon, comme possibilité. Et je pense que ça va permettre aussi à des gens de s'en emparer, de savoir vraiment ce qui s'est passé, parce que beaucoup d'entre nous en ont entendu parler sans y aller, sans savoir vraiment ce qui s'y passait. Donc voilà, et je pense qu'en plus le film, d'autant plus, au-delà du simple fait qu'il existe, est un très bon film, et je trouve parle très très bien de cette forme commune, justement. Oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que je voulais mettre aussi, je mettais ça en lien avec l'entrevue de Mathieu Rigouste qu'on a faite, où on a beaucoup abordé du fait de produire nos propres images et nos propres imaginaires à gauche. Ce que lui, il essayait de faire beaucoup dans son film, dans la partie où il allait en fait parler à ses camarades et aux militants. Et du coup, je sais pas toi, mais moi, plus qu'aussi l'aspect cinématographique qu'on va développer qui m'a plu, il y a quelque chose qui fait vraiment du bien. De voir ces images et ce mode de vie autrement, de voir que ça existe. Et la manière dont elle le montre contribue beaucoup aussi au fait que ça fait du bien. Mais enfin voilà, je pense qu'il faut aussi souligner l'importance et de ne pas négliger en fait l'impact que ça peut avoir de faire exister comme production culturelle ces espaces qu'on arrive à créer finalement. Mmh. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais développer un peu plus loin, mais c'est que si la commune, comme le Christine Rosso dit, c'est une forme commune, c'est-à-dire que c'est d'abord une forme, c'est une façon d'accueillir le vivant, l'être humain, le collectif qui va être modulable, qui va évoluer. Le documentaire aussi est une forme, et c'est un espace au même titre qu'une ZAD finalement, un documentaire. C'est un agencement de plans, de sons, de narration, d'individus, de lignes narratives qui forment un espace ici de 1h50 devant lequel on va pouvoir, nous en tant que spectateurs, nous projeter. Et donc c'est aussi important de voir comment cet espace du documentaire, par les choix de montage, les plans, les sons, va essayer de rendre compte de cette forme commune-là, cette forme d'habitation, et comment les deux cohabitent, s'alimentent, peut-être parfois rentrent en friction aussi, peut-être à des fois ratent, réussissent. Mais je trouve que ce sera un truc qui sera intéressant de développer tout au long de cet épisode, c'est quelle forme a choisi la réalisatrice pour parler finalement d'une autre forme. Peut-être on pourrait commencer pour regarder où est-ce qu'elle s'inscrit dans cet espace, Laurie Lassalle, et noter premièrement qu'elle s'inscrit à l'intérieur de cet espace. Elle ne le surplombe pas, autant que ce soit par le montage ou comme ça. Il y a une voix off au début et à la fin, mais sinon il n'y en a pas. Et elle filme littéralement toujours au niveau des gens, voire au ras du sol. Elle filme beaucoup de pieds, de choses qui sont à terre, où elle va très très proche filmer des inserts de nature ou de mains. Donc elle se met vraiment au niveau de ce qu'elle filme. Et j'entends aussi par là qu'elle ne se met pas, on va dire avec un très mauvais terme, de l'autre côté, entre gros guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le film, donc le film nous montre la vie collective de la ZAD, à un moment donné, la police vient pour détruire cette vie collective et cette ZAD, et Laurie Lassalle ne va pas filmer du côté de la police. Elle va rester du côté de la ZAD et des manifestants. Et ça, c'est quand même un positionnement déjà qu'il faut observer, parce qu'il fait partie du film, mais qui est aussi pas non plus ultra commun. On a beaucoup tendance à montrer des deux côtés, même si on peut garder sa subjectivité et son positionnement politique en allant regarder par exemple du côté de la police, mais elle le fait pas. Elle ne va pas de ce côté-là. Mmh. Et ce positionnement, en fait, il est pas du tout indépendant du moment où elle décide de faire son film, parce que comme tu l'as dit, elle arrive en 2017 dans la ZAD, mais le film, en tout cas, n'a pas l'air de se passer sur plusieurs années. Le film commence alors que le gouvernement annonce abandonner
le projet d'aéroport, donc la ZAD a gagné, ou que les zadistes, les manifestants ont gagné, ont réussi à faire que le projet ne se fasse pas, et tout de suite annoncent qu'ils vont dégager la ZAD, et moi ça m'a d'ailleurs choqué, parce qu'ils disent que la police va s'impliquer pour que l'expulsion des zadistes, ils appellent ça des squatteurs d'ailleurs, où ils disent ne sont pas chez eux, se fasse selon le respect de la loi et pas selon le respect des êtres humains, ni des animaux, ni de la nature, ni de la démocratie, ni de la liberté, ni de quoi que ce soit. C'est le respect de la loi et c'est ça qui compte. Et tout de suite après ils rajoutent squatteurs, propriété privée, etc. Et donc en fait elle se place tout de suite dans une épée de Damoclès qui est que ce projet-là, la ZAD, va mourir, en tout cas est sur une pente en fait qui il va être mis en danger. Et elle va filmer finalement ce qui peut-être va être, parce qu'on ne sait pas à ce moment-là, peut-être va être les derniers jours de la ZAD, quoi. Oui, puis la manière dont elle monte ça, j'ai trouvé assez bien. C'est vraiment tout simple, mais en fait, ça crée une espèce d'effet de dissonance où en gros, elle filme donc tous les zadistes qui sont en train de regarder, en tout cas une grande partie des zadistes en train de regarder les nouvelles. Et il y a l'annonce que l'aéroport ne sera finalement pas construit. Et du coup, il y a une explosion de joie. Et sur cette explosion de joie, elle laisse continuer la voix qui raconte les infos et qui dit ce que tu viens de dire, que la police du coup va sortir les squatteurs. D'ailleurs, effectivement, le terme squatter, alors que ça fait 10 ans qu'ils habitent ces terres, est un peu délirant. Et donc, on a cette conscience que ça va être la fin. Et en même temps, les images qu'on voit sont des images ultra joyeuses. Parce qu'après ça, elle met des images de gens en train de faire la fête, en train de crier. Il y a une espèce de, on sait pas trop, une espèce de carnaval avec des énormes monstres portés par plusieurs personnes. Et donc, sur ces images surjoyeuses, on a cette conscience que peut-être c'est ce qui signe aussi la fin de ce moment collectif. Oui, et puis tu disais qu'elle s'inclut totalement dans cette scène-là, elle est vraiment très proche des gens, parce qu'elle passe sous l'espèce de marionnette, de salamandre. Oui, j'arrivais pas à... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un monstre, une marionnette, ouais, c'est comme un peu les dragons, fêtes chinoises, il y a des espèces de grands dragons, les gens sont en dessous, je sais pas du coup quel nom ça a, et elle passe en dessous, les gens lui passent à côté, elle court avec les gens, il y a vraiment aussi, donc on sent vraiment qu'elle est inclus dans le collectif. Et tu avais lu d'ailleurs qu'elle avait utilisé, que les gens s'étaient mis aussi à filmer parce qu'elle était là et qu'elle avait utilisé d'autres plans de ces gens. Il y a peut-être aussi des images que d'autres gens ont filmées à ce moment-là dans le montage. Oui, elle explique que petit à petit d'autres personnes filment et qu'en fait, on le voit pas dans le film, mais que c'est vraiment des images filmées par plein de subjectivités différentes. Et moi, du coup, j'avais trouvé une citation dans l'article de Mediapart qui résume assez bien comment Laurie Lassalle se considère dans cet espace et comment elle a filmé par rapport à ça. Donc je me permets de la lire. Elle dit « Je voulais que l'on sente une subjectivité assumée derrière la caméra, un positionnement géographique mais aussi politique et éthique. Ma manière de me positionner au premier plan de la barricade, bon ça spoil la suite du truc, et ensuite de subir des attaques et donc de courir avec la caméra, ça fait partie de cette position assumée politiquement. Il n'y aura jamais un plan d'en haut depuis un drone ou un hélicoptère. Je filme d'en bas, à côté des humains et des non-humains, au niveau d'une salamandre, d'un visage, d'une main, d'un arbre. » Ouais, et ça c'est hyper juste, forcément c'est elle qui le dit, mais bravo. On le ressent en fait très très bien dans le film plutôt, c'est que t'as ce début-là qui est une explosion de joie, mais en fait au début t'as un morceau de la forêt, ils mettent du fil autour des arbres, ils discutent avec des gens, ensuite t'as l'hélicoptère de la police, après t'as cette explosion de joie, après t'as une salamandre au sol, et t'as vraiment... Tu passes par, en fait, en 10 minutes, tu passes par 4-5 rythmes différents, tu as 4-5 niveaux différents, tu es au niveau de l'homme, au niveau de la forêt, au niveau de la salamandre, au niveau de la fête, au niveau de la police. Et elle montre vraiment cette multiplicité aussi de temporalité, cette multiplicité de gens qui habitent, d'êtres humains et non humains qui habitent ce lieu, de façon de l'habiter différemment, parce que ceux qui font la fête, c'est ceux qui sont dans les arbres juste avant. Donc il y a aussi... je trouve que c'est très intéressant dans cette position qu'elle a, c'est aussi le rythme du film change en fonction de là où elle est. C'est-à-dire que quand elle est dans la forêt, c'est plus lent, quand elle est dans la fête, c'est plus rapide. Et je pense que c'est aussi parce qu'elle a habité ce lieu-là. Mais on sent vraiment une volonté de montrer tout au long du film, d'ailleurs, parce que ça va changer, ça va se multiplier tout au long du film, les différentes façons d'habiter la ZAD et de le retranscrire par l'image, mais aussi par le rythme et le montage.
Oui, et on pourrait penser, quand on décrit comme ça ces différents points de vue, que ça peut être un peu, je sais pas, donner le tournis, vu qu'on change de temporalité. Mais en fait, et j'arriverai peut-être pas à mettre le doigt sur ce qui crée ça, mais peut-être c'est la magie du cinéma ou du montage, on a plutôt l'impression du coup de saisir un espace dans sa complexité, par les différents êtres qui l'habitent et les différentes temporalités, comme tu as dit, qui coexistent pour former un espace. Mhm. Oui, et bah, moi, ce qui le lie, pour moi, je trouve, et ce qui m'a marqué très très vite dans le film, c'est la douceur. Parce que je trouve que c'est un film qui est très très doux, finalement, pendant une grande partie, jusqu'à ce que la police arrive, finalement, et après aussi. Mais parce que c'est un film qui, effectivement, en se mettant à hauteur d'arbres, à hauteur de salamandres, à hauteur des gens, il est très calme, il prend son temps, il prend le temps de filmer. Il y a une scène que tu as adorée où il y a quelqu'un qui... Il y a un insecte, je sais pas si tu veux en parler, mais... Vas-y. Il y a un insecte, c'est au moment où il ramasse un morceau de grenade de la police, non ? Oui, je crois. Et il y a un insecte juste à côté qui arrive, ou je sais pas s'il était là déjà, et il veut le toucher, mais en fait il veut pas vraiment le toucher, il veut voir. Et du coup, donc il étant un militant de la ZAD. Et il y a un gros plan sur cet insecte avec la main qui avance petit à petit, genre très très doucement. Et elle vient juste à côté, et l'insecte il bouge pas. Et il retire sa main après. Du coup, il n'y a pas d'interaction en fait, finalement avec l'insecte et la main. Et le plan dure assez longtemps et elle le montre vraiment dans cette temporalité qui est la temporalité ici de l'insecte et de la rencontre entre l'homme et l'insecte qui prend du temps, qui prend son temps. Et ça, j'ai trouvé ça en fait, hyper intéressant. C'est hyper... je parlais d'espace et ça te donne vraiment un espace autre où tu peux te projeter, où tu peux t'ennuyer peut-être parfois même. Et je relisais une critique que j'avais écrite sur Geography of Solitude où je disais parfois on s'ennuie, mais un ennui tranquille qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter ailleurs. Et c'est un peu ça. Moi je me suis pas vraiment ennuyé devant le film, mais je pense que peut-être tu peux te permettre ça. C'est que des fois le plan il dure 1 minute et il se passe, t'as une main et peut-être que tu veux dire que tu t'ennuies, mais en fait elle t'offre la possibilité de t'ennuyer et de te poser en fait et d'observer. Ouais, puis en plus, on peut peut-être s'ennuyer dans le plan, mais il y a un truc fascinant où tu as vraiment envie de voir si cet insecte va bouger. La lenteur de la main qui s'approche de cet insecte. C'est trop cool. Et la coexistence de ce plan avec précédemment dans le film des attaques de police qui sont des moments beaucoup plus sous tension. Et moi, et ça aussi. Et ça crée... c'est fou, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup, de filmer en fait les corps humains en interaction avec la forêt. Il y a vraiment beaucoup de moments où, que ce soit justement par des gros plans de mains qui touchent la nature, mais aussi des pieds qui marchent, qui s'enfoncent dans la boue, ou simplement tous les corps, le corps en entier. On voit des gens grimper aux arbres, toucher les arbres, travailler le bois. Elle essaye vraiment, et ça c'est aussi important en fait, de capter des corps dans un environnement. C'est pas juste des corps en vase clos, la communauté, c'est pas juste entre les humains en fait, c'est cohabiter avec un espace qui est la forêt, qui a une place prépondérante dans son film, et en fait c'est essentiel de filmer ça comme ça. Oui, il y a énormément de gros plans en fait où elle montre les gens qui travaillent le bois, les gens qui touchent les arbres, et il y a aussi cet attrait finalement pour presque pour la praxis, pour que c'est quoi en fait pratiquer la ZAD, vivre la ZAD, organiser la ZAD, collaborer dans la ZAD, c'est travailler de ses mains en fait, ou en tout cas c'est être au contact des choses. Parce que même dans les discussions, c'est pas des gros plans larges où on voit tout le monde qui discute. Elle est très proche quand même. On sent vraiment qu'elle a recherché le contact, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec la forêt, que ce soit avec le bois, le travail manuel, mais les autres, tout est dans quelque chose de très sensoriel. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle a voulu retranscrire, c'est que la ZAD, c'est avant tout une pratique. Et tu te salis les mains, pour être un peu trivial, quoi. Et d'ailleurs, Christine Ross, elle en parle, quand elle est allée sur la ZAD, on l'a mis au travail, entre guillemets, on lui a demandé « Ah, on a besoin de quelqu'un pour emmener les vaches, est-ce que tu veux le faire ? Ah, les chevaux sont enfuis, est-ce que tu peux aller chercher les chevaux ?» Et après, une fois qu'elle a fait ça, elle est venue faire sa conférence. Cette multiplicité des choses, cet attrait du geste, des temporalités qui sont différentes, c'est aussi ce qui est propre à la ZAD ou de la commune, plutôt de la forme commune, c'est-à-dire que c'est une forme qui est hors du temps,
pas hors du temps, mais qui est hors du temps capitaliste, hors du temps qui n'est plus un temps réglé avec des heures de repas, avec des heures où on travaille, des heures où on se repose, des heures où on fait ça. C'est un temps qui est malléable, qui en fonction de ce qu'on a besoin de faire, de ce qu'il y a un besoin immédiat de faire maintenant. Ah, les vaches se sont enfuies ou je sais pas quoi, il faut aller les chercher parce qu'on peut pas faire ça après, il faut faire ça maintenant. Et puis, peut-être que les gens qui devaient traire les vaches pendant qu'elles sont pas là, ils peuvent pas, donc ils vont se reposer ou ils vont faire autre chose. Et c'est vraiment une approche du temps qui est malléable et aussi une approche des choses qui... une approche des fonctions qui sont malléables, où des gens ils vont changer de métier plusieurs fois par jour, changer de fonction, changer de rôle, peut-être changer aussi de place dans une hiérarchie qui n'existe pas vraiment, où là c'est toi qui sais mieux faire, donc c'est toi qui vas me dire quoi faire, mais après là c'est moi qui sais mieux faire, donc c'est moi qui vais te dire quoi faire. J'en sais rien, j'ai jamais vécu sur une ZAD, mais j'imagine que ça se passe à peu près comme ça. Et je trouve que le film cherche vraiment à rendre compte de ça, du fait qu'on passe toujours d'un état à l'autre, quoi. Oui, je suis d'accord. Pour paraphraser ce que tu as dit, c'est comme si du coup le temps était déterminé par l'environnement dans lequel tu vis. Nous, quand on vit dans des villes, on est totalement déconnecté de notre environnement. On est un peu connecté dans l'idée que si on prend un transport, on va devoir arriver à l'heure où il est censé partir. Mais je sais pas, si tout d'un coup il y a une tempête, ça ne nous change rien à notre programme, quoi. Alors que j'imagine, j'ai pas non plus vécu dans une ZAD, mais que s'il y a une tempête, peut-être que ça va un peu amener des impératifs de choses à faire parce que la tempête va impacter là où tu vis. Et il y avait une séquence qui illustrait assez bien ce que tu disais, où on a d'abord un plan d'une personne qui est en train de faire un cours, en tout cas qui semble être en train de faire un cours ou une conférence ou d'expliquer en tout cas des choses à un groupe de gens. Il y a une espèce de grande feuille derrière elle où elle note des choses, où elle rapporte différents modes de vie selon, je sais plus, il y a Marx, qu'elle cite, je sais plus qui d'autre. Où elle dit en plus justement que si t'es menuisier le matin ou pêcheur l'après-midi, tu seras pas un bon menuisier, ni un bon pêcheur, ni un bon théoricien marxiste, je sais plus, il y a une phrase un peu comme ça. Je me rappelle plus exactement. En tout cas, elle fait un cours, il y a des gens qui prennent des notes, et séquence d'après, c'est des gens en train de couper du bois, et en fait c'est elle notamment qui est sur une énorme bûche de bois en train d'utiliser une hache, et en fait d'apprendre à utiliser c'est ça que j'allais dire, en train d'utiliser une hache, et on entend des gens lui expliquer comment faire, corriger un peu sa façon de tenir la hache, et du coup ça de nouveau c'est vraiment pas anodin comme geste de montage de mettre dans un plan une personne qui a un rôle de prof et dans celui d'après le rôle d'un élève, parce que c'est plus du tout le même domaine, et ça montre que en fait la hiérarchisation est totalement mobile. C'est ça qu'on dit, c'est le mot pour dire que les choses peuvent bouger. Oui, c'est ça. Des fois j'oublie les mots. Et adaptable selon les activités qui sont en train d'être faites. D'ailleurs, on utilise le terme hiérarchie, je suis pas sûr que ça soit le bon terme, parce que effectivement, est-ce que c'est vraiment un rapport prof-élève, ou c'est plutôt un rapport d'être humain qui est complètement hors de concept de hiérarchie qui a été construit autrement. Mais en tout cas, oui, c'est hyper intéressant de voir ça incarné finalement dans le film. Et tu parlais de cette position aussi qu'elle avait, et ça fait partie aussi, je pense, de ça, quoi, de ces différents niveaux de qu'est-ce qu'elle choisit de montrer, parce que comme on le dit souvent dans ce podcast, c'est que le documentaire, la mise en scène du documentaire, c'est aussi surtout du choix dans tout ce qu'on a filmé. Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on a choisi de mettre de l'avant. Et je sais pas combien d'heures de rush elle a filmé, je sais pas combien de temps elle est restée. Elle en avait beaucoup, je m'en rappelle, dans l'article elle en mentionne vraiment sur 8 ans, ouais. Fatalement. Et en fait, au bout du compte, quand tu as 1h50 de film, c'est très intéressant de relever qu'est-ce qui a été choisi de mettre et qu'est-ce qui n'a pas été choisi d'être dans le film. Et le fait qu'elle ait choisi de mettre ce moment-là, de cette transition vers une personne qui donne un cours, et puis, ou qui même pas qui donne un cours, je sais pas comment on pourrait dire, qui explique quelque chose de théorique plutôt, et après qui va apprendre à couper du bois. Et le fait que ça a paru important, il faut le relever dans le film. Oui, j'allais dire, et en fait, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ça en lien avec ce que je disais au début, que ces films servent aussi à montrer d'autres façons d'être au monde, d'exister collectivement. Et en fait, ça, c'en est une. Ça, c'est un rapport qui existe très peu dans les hiérarchies capitalistes dans lesquelles on vit. Des profs, élèves, moi, je le regarde comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à décrypter ces situations, qui changent
selon les actions qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup, qui existe dans certains espaces, mais voilà, très restreint. Et un autre exemple que j'avais de ça, que je trouve important de relever, qui existe dans le film, c'est les discussions collectives auxquelles on assiste plusieurs fois, notamment quand les zadistes savent ou apprennent, je pense, que la police va bientôt arriver et qui sont en train de discuter collectivement de comment ils souhaitent s'organiser et réagir. Et en fait, nous, on évolue quand même dans des milieux de gauche, donc on a quand même un peu l'habitude de faire des discussions collectives sur les choses qu'on va faire. Mais faut se rappeler aussi que c'est pas non plus ultra évident et que c'est pas tout le monde qui a tout le temps accès à ce mode de gestion d'un groupe. Et en fait, de montrer ça, moi je trouve que c'est ultra important. Oui, et puis là, il y a une différence entre nous, nos discussions qui sont et quel type de visuel on va faire pour la prochaine campagne, et là, des discussions qui ont attrait littéralement à leur mode de vie, Exactement. à leur survie, à est-ce que demain je suis en prison ou pas. Donc c'est aussi des discussions qui ont une autre importance. Oui, à quel point est-ce qu'on connaît beaucoup de gens qui gèrent aussi collectivement leur quotidien. Et c'est des discussions en fait qui portent parce que ce qu'on apprend depuis le début, c'est que certains représentants de la ZAD en fait essayent de négocier avec l'État pour obtenir le droit la légalité en fait du point de vue légal de cultiver ces terres, d'habiter ces terres. Et ce qu'on comprend, c'est que l'État refuse. À plusieurs niveaux, c'est que c'est compliqué à l'État de faire comprendre qu'on peut vivre en dehors de la production capitaliste, et ils refusent de faire ça, et c'est pour ça qu'ils enverront la police in fine, même si on apprendra à la fin du film qu'ils ont réussi à obtenir le droit d'usage d'une partie de la forêt, pas toute, mais d'une partie. Et donc c'est des discussions qui ont attrait à comment on fait, parce qu'ils refusent, on essaie de faire ci, on essaie de faire ça, voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et au final de tout ça, ce qu'on disait un peu au début sur le fait que le film ne nous assène pas par des voix off ou des propos, à quel point c'est extraordinaire ce qu'on voit, c'est que je pense qu'avec cette espèce d'épée de Damoclès qu'elle place au début du film, avec les plans réguliers quand même d'hélicoptères qui tournent autour, dont on sait que ça va bientôt péter, qu'on sait qu'à un moment donné l'État va arriver pour tout détruire, ça rend le truc peut-être d'autant plus beau parce qu'on se dit de nous-mêmes, mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de regarder, on voit vraiment une incarnation tout à fait exceptionnelle et extraordinaire de la démocratie, de gens qui se sont mis ensemble malgré leurs différences d'opinion, leurs différences de classe, de genre, de peu importe, qui sont là à lutter ensemble et à discuter et à la multiplicité des moyens de lutte, de tout ça. Et en fait, tu te dis, mais c'est très émouvant en fait de voir ce truc-là, et surtout de se dire que l'État français, qui est censé être la République, liberté, égalité, fraternité, la démocratie, le pays des droits de l'homme, trouve ça insupportable. Trouve que ces gens qui sont en train de faire ça, c'est insupportable. On entend d'ailleurs à un moment donné que les zadistes seraient un groupe paramilitaire. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Il n'est pas montré à l'écran, mais c'est un journaliste ou un mec sur un des plateaux. Et le fait que l'État, qui est censé être le garant des institutions démocratiques, trouve ça insupportable et dangereux pour lui-même, alors que nous, on voit très bien que c'est un miracle démocratique que l'État devrait soutenir. Finalement, on devrait dire mais c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire. C'est ça la démocratie. Merci de nous avoir montré la voie. Je suis pas aussi naïf que ça. Mais en fait, c'est très émouvant. Oui, puis ça l'est d'autant plus, c'est décuplé par ces rappels que la police va envahir la ZAD. Et donc, en fait, on a un peu cette double lecture, mais qui va dans le même sens, de dire « Ah, c'est magnifique, et en plus, ça va se terminer. » Donc, c'est comme précieux ce que je suis en train de regarder, en fait, ces images. C'est fragile. C'est fragile, ouais. En fait, c'est fragile de fait déjà parce que c'est un collectif, et donc un collectif, c'est fragile parce que c'est tout le temps en construction, c'est tout le temps en danger, de fait que c'est des êtres humains ensemble et que un conflit plus gros qu'un autre peut le fragiliser. Mais en plus de ça, là, il y a des attaques extérieures. C'est-à-dire qu'il y a des conflits à l'intérieur qui doivent être réglés, et il y a des attaques extérieures. Même si elle ne montre pas trop de conflits à l'intérieur. C'est pas... Parce que je crois qu'elle s'intéresse sur un petit groupe de la ZAD. Parce qu'en gros, la ZAD était composée de plein de groupes différents qui avaient effectivement, comme tu l'as dit, des intérêts et des positionnements différents. Et je crois qu'ils avaient un peu une sorte de conseil tournant qui gérait l'ensemble de la ZAD. Mais après, chaque groupe avait aussi un peu son mode de fonctionnement. Je ne me rappelle plus le nom du groupe qu'elle suit. Mais enfin voilà, c'est un groupe spécifique qu'elle suit. Et peut-être avant de parler
plus concrètement du moment où la police arrive, il y a aussi un J'ai truc... l'impression qu'on fait que teaser de ce moment depuis le début du podcast. Parce qu'il arrive au bout d'une heure de film, donc c'est quand même pas... C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que elle place cette épée de Damoclès là, de ça va arriver, et il y a 1 heure qui passe en fait, d'autres choses, de douceur, de travail collectif. Et je pense que c'est important qu'on prenne le temps aussi de parler de ce moment-là, quoi. De rendre hommage à ça aussi. Ouais, carrément. Et en fait, il y a plusieurs choses que j'aimerais encore ajouter, mais on va discuter. C'est le rapport à l'art, en fait, qu'il y a dans le film, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que très rapidement, on va entendre des gens jouer du piano, parce qu'il y a un piano, une espèce de salle commune où ils mangent, ils discutent, ils dansent. Et pendant qu'il y en a qui montent une charpente, il y en a qui jouent de la musique. Et donc, une espèce de concomitance aussi de l'art avec la forme commune dont parle Christine Ross dans son livre, où en fait, la forme commune, c'est aussi très rapidement quelque chose qui s'est emparé de l'art, parce que à l'époque de la Commune, donc en 1871 à Paris, il y avait des artistes qui avaient un statut très particulier, et d'autres, les artisans, pour aller vite, qui l'avaient pas. Et donc les artistes étaient très riches, et les artisans étaient très pauvres. Et il y avait aussi pourquoi en fait un serait des artistes et pas les autres, pourquoi les ouvriers ne pourraient pas être des artistes. Et il y avait toute cette réflexion sur la place de l'art dans la société. Est-ce que les artistes sont au-dessus de la société ou doivent être dans la société? Est-ce que être artiste, c'est un statut à part où toute ta vie tu fais de l'art et tu fais rien d'autre? En tout cas, il y avait vraiment des réflexions comme ça. Et le film fait droit à ça, parce qu'en fait, tu vas jouer du piano, puis après tu vas faire autre chose, et puis quelqu'un va prendre ta place au piano, puis peu importe. Et le documentaire, vu que c'est une forme artistique, bah, comme tu disais, de la place, on sent aussi qu'il a cette place-là, que comme tu disais, c'est pas un film au-dessus, parce que aussi la forme commune réfléchit la place de l'art. Et donc si tu es un peu cohérent avec ce que tu veux filmer, tu ne peux pas te mettre au-dessus, tu dois être parmi les gens. Ouais, il y a 2 choses que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis là. C'est qu'il y a, par rapport au documentaire comme forme artistique dans cet espace et par rapport à l'art. Déjà, par rapport à l'art, il y a une scène qui résume assez bien ça, c'est le travail du bois. Le fait qu'ils font des espèces de sculptures, je sais pas comment ça s'appelle exactement, en travaillant de bois qu'ils ont eux-mêmes coupé collectivement. Bah en fait, c'est même plus que ça, c'est qu'ils ont fait une charpente. En fait, au début, on pense qu'ils taillent du bois pour faire une statue, mais en fait, non, c'est la charpente où il y aura un hibou gravé dedans. Oui, c'est ça, il y a un hibou gravé dans le bois qui est vraiment magnifique. Et du coup, ça montre que c'est pas du tout de domaines distincts finalement, c'est vraiment l'intersection du travail et de l'art, du travail artisanal et du travail artistique à travers cette sculpture dans le bois. Et l'autre aspect que je voulais dire par rapport au documentaire, c'est par rapport à un geste qu'elle fait tout le temps, Laurie Lassalle, c'est chercher l'image juste dans ce qu'elle est en train de regarder. Et on la voit assez souvent bouger un petit peu sa caméra, changer le focus, recadrer pour essayer d'affiner son plan pour trouver la bonne image. Et je trouve que, pour les gens qui connaissent un peu la critique de cinéma, la notion d'image juste, c'est notamment Serge Danec qui en a parlé, qui disait que plutôt que trouver une belle image, il cherchait une image juste. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en cherchant des images belles, parce que finalement les plans sur lesquels elle s'arrête sont des plans esthétiquement très beaux, bien cadrés, qui procurent une espèce de satisfaction. On ne sait jamais exactement pourquoi on aime bien des plans. Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'on voit et le fait qu'elle cherche l'image. Et pour moi, c'est ça qui est plus juste que l'image sur laquelle elle s'arrête. C'est le fait qu'elle fouille dans l'espace qu'elle est et qui, une fois de plus, vient montrer qu'elle est vraiment au diapason du lieu où elle se trouve. Qu'elle s'inscrit dans cet espace, qu'elle regarde cet espace pour trouver ce qu'elle doit capter dans cet espace. Et pour moi, qui rejoint totalement cette idée d'art et de mode de vie qui est le sujet du film, finalement. Je nuancerais peut-être parce que le résultat n'est pas toujours l'image belle. Il y a aussi des fois où ça ne réussit pas tout à fait, où le fait de chercher est plus important que le fait de trouver, où elle va nous mettre à un moment donné, vraiment où elle va regarder le haut de la forêt, et puis elle va faire le focus, ça va être flou, ça va être net, ça va être reflou. Il y a aussi l'idée de chercher, qui est aussi intéressante, de chercher cette image juste là. Et oui, moi je suis tout à fait d'accord que ça te permet aussi, ça colle avec cette idée de forme commune qui est de tout le temps chercher, tout le temps tâtonner, essayer des choses, ne pas être aussi convaincu déjà de ce qu'on
qu'on pense, d'être ouvert à l'altérité, et aussi de pas figer la forêt, parce qu'on n'est pas la forêt ça se filme comme ça, je vais me mettre comme ça et là ça sera beau. Et ce qui est aussi, et pour tout ça je suis d'accord, c'est que des fois il y a vraiment des plans extraordinaires où vraiment il y a des plans waouh, d'un coup ça, c'est comme ce plan là où il y a un mec qui est allongé dans l'herbe en train avec un pissenlit dans la main devant une espèce de rang de flics c'est hyper beau, c'est hyper fort comme image, et il y en a vraiment plein comme ça. Ou quand elle filme de nuit, on sent qu'il y a une vraie recherche esthétique aussi. Où elle avec veut la faire tour qui a une espèce de phare lumineux qui tourne. C'est que des fois, il y a vraiment des belles réussites esthétiques. On sent que, oui, elle cherche, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle veut filmer d'avance, mais en même temps, elle veut aussi embellir ce lieu. Elle veut lui rendre justice avec des belles images. Donc, mais effectivement, le fait d'avoir cette recherche permet de ne pas le figer dans un truc purement esthétisant. On a beaucoup de non-plans, de non-images ou d'images qui sont pas très belles ou qui sont juste fonctionnelles parfois, et qui permet aussi de mettre d'autant plus de l'avant ces images qui sont très belles, parce qu'on n'est pas tout le temps sur de l'esthétisme à fond, quoi. Et peut-être le paroxysme de ça, auquel je viens de penser, et qui nous permettra peut-être de parler après des policiers, c'est le moment où du coup c'est des pelleteuses arrivent pour détruire les maisons qui ont été construites par les zadistes, et en fait où elles filment ces énormes pelles qui détruisent, mais d'un coup de pelle quoi, les maisons entières. Et ces plans, il y a un truc où genre c'est un peu beau de voir comme c'est cadré, comme c'est filmé, ce truc qui détruit, et en même temps c'est insupportable à regarder, parce que tu te dis c'est le fruit d'années de travail collectif qui sont détruits en une seconde, et je sais pas, il y a un truc totalement dissonant dans ce beau plan, et peut-être parce qu'il est beau, il en devient encore plus horrible à regarder, parce qu'on sait concrètement ce qui est en train de se passer. Je les ai pas trouvés si beaux ces plans. Je me disais c'est un peu loin, c'est un peu à distance. Ah ouais, moi en fait je trouvais plus, peut-être que c'est mon souvenir qui est en train de refaçonner ces plans, mais il y avait un truc où je trouvais c'est extraordinaire qu'elle ait capté ces moments-là. Ça, je suis d'accord, ouais. Peut-être que ça a embelli les plans dans ma tête. Mais j'ai pas trouvé qu'elle ait cherché à les esthétiser plus que ça. Mais... Non, mais il y a un truc un peu esthétique de voir ces énormes trucs qui surgissent dans l'image pour détruire des maisons. Ça je suis d'accord, ça je suis tout à fait d'accord, Et cette idée aussi de recherche, pour terminer là-dessus, je la trouve aussi au diapason de la forme commune, parce que c'est aussi la construction. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le film, où on parlait de sélection des scènes. Elle s'est vachement concentrée sur des scènes de construction, c'est-à-dire qu'il y a tout le passage avec l'arbre, où ils vont aller dans la forêt, sélectionner le bon arbre, couper le bon arbre, ils vont apprendre à quelqu'un à se servir d'une tronçonneuse à ce moment-là, ensuite ils vont ramener l'arbre avec des chevaux, ils vont s'occuper de... Donc il y a vraiment tout, c'est très long en fait. On comprend qu'une charpente, c'est un arbre qui va être coupé, qui va être ramené, qui pèse je ne sais pas combien de kilos, voire de tonnes, qui doit être tiré par 2 chevaux qui n'arrivent même pas à le tirer tellement il est lourd. Et c'est vraiment, ça prend du temps, mais c'est aussi, elle montre que en montrant à quel point la construction est importante, la construction physique d'un toit est importante, je pense que c'est aussi une métaphore, ou en tout cas une incarnation de cette idée de la ZAD qui est tout le temps en construction. Il faut toujours construire quelque chose, que ce soit un bâtiment ou du collectif. Et ça se colle en fait à cette idée où son film, on a aussi l'impression que son film est aussi toujours en construction. Que c'est pas quelque chose de figé, qui a toujours évolué, qui peut changer, qui peut être embelli, ou l'inverse, qui peut être détruit peut-être aussi même. Et en fait, le fait qu'elle est aussi filmée en fait une espèce de cercle comme ça, de sens sémiotique de la construction au sein du film, et qu'elle a un peu enfermé, en fait, pas enfermé, mais soudé en fait son film autour de cette idée de la construction, quoi. Ouais, de la déconstruction, reconstruction, parce que quand d'ailleurs les pelleteuses ont détruit les maisons, quelques plans plus loin, on va voir déjà la reconstruction qui est en train de se faire collectivement. Oui, et puis même, on va enfin parler de la scène avec les policiers. Allons-y. Mais il y a tout un moment dans l'attaque des policiers où elle filme, pendant qu'il y en a qui se défendent contre la police, il y a des gens qui construisent à côté. Et on entend au loin les grenades et les canons, je sais pas ce qu'ils tirent, les LBD, pendant que les gens ils ramassent du bois pour en faire une nouvelle charpente et la déplacer. Donc il y a aussi toujours même pendant le plus fort de l'affrontement, il y a de la construction. On est en train de construire quelque chose. C'est jamais figé. L'espace de la ZAD n'est pas là on est en mode défense. Non, il y a toujours plusieurs choses qui se passent au même moment. Ce
qui fonctionne avec plusieurs temporalités aussi. Bon, alors du coup, allons-y. Je te le laisse, vas-y. Ah, tu me le laisses? Ouais, super. Bon, et donc, comme on l'a dit, à peu près au bout d'une heure du film, il y a du coup un dispositif de répression, donc policier, qui se déploie tout autour de la ZAD. D'abord, on entend, je crois, si je me rappelle bien, des annonces au loin. C'est la nuit, d'abord, non? Oui, et on entend « Nous allons envahir la ZAD » ou « Veuillez partir ». Et ensuite, ça c'est la nuit. D'ailleurs, juste avant, c'est les plans d'une fête. Donc, je sais pas si dans la vraie vie, c'était vraiment en même temps que la fête. Mais j'ai un drôle d'accent aujourd'hui. L'accent suisse, c'est tout. La fête. Ça fait plus belge. Je sais pas du tout si c'est l'accent belge. Pardonnez-moi. Toi, c'est l'accent vaudois, c'est tout. Et donc, on entend la voix de ces policiers qui annoncent qu'ils vont envahir la ZAD. Et ensuite, les séquences suivantes montrent des images de jour où on voit un dispositif policier, mais comment on dit pour dire que c'est beaucoup trop gargantuesque, aberrant quoi. Aberrant. Et le première étape, c'est les pelleteuses. Ils viennent avec les pelleteuses pour détruire les bâtiments. Exact. Et du coup, tu vois déjà des formes de résistance avec certains activistes qui se mettent notamment sur les toits des bâtiments. Qui s'enchaînent. Et des policiers qui viennent sur les toits, et les activistes qui crient que les toits vont s'effondrer. Et ensuite, donc une fois que tous les bâtiments sont détruits, on voit des affrontements entre le Black Bloc et la police. Oui, c'est ça. Et donc on a toute cette étape de destruction où on a notamment une scène assez forte avec une personne de la ZAD qui s'énerve contre un CRS, qui essaie de lui expliquer qu'ils sont pas violents, qu'ils essayent de vivre. Il parle d'écologie, il essaie de lui dire frérot, on va tous crever si la planète elle meurt, on est tous dans le même bain. Enfin, il essaie de le raisonner. Il est en colère, on sent toute son émotion et tout. Et après, effectivement, il y a un plan. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le film shift, en fait. Il y a un moment donné où vraiment l'ambiance du film va tourner. Et on voit un mec foutre le feu à un pneu devant une barricade. Et on voit au loin, dans le flou, des CRS. Et là, il y a une scène extraordinaire. Vraiment. Ah, tu prends toutes mes scènes extraordinaires. Tu pourras en parler, mais où on entend le violon, une chanson au violon hyper énergique. Et déjà, sonorement, en fait, soniquement, je sais pas comment on pourrait dire, là, le film change parce qu'on a un truc très doux, très calme depuis le début. Et là, le violon très, très énergique, qui joue très, très vite, amène une énergie cinétique hyper différente. Et là, t'es saisi par un truc, c'est vraiment une scène, c'est presque une musique de film d'action. C'est vraiment un truc, genre... S'il y a une bataille qui va arriver, c'est à la fois hyper revigorant, il y a vraiment un truc hyper intéressant. Et là, la caméra se recule. Et là, le violon rentre dans le champ. Et on comprend, en fait, que c'est pas une musique qu'elle a rajoutée, que c'est pas elle qui impose une musique sur cette scène-là pour créer de la tension, pour créer de l'attente. C'est le son de la ZAD. C'est à ce moment-là, les gens qui jouent pour se donner du courage, j'imagine, pour se réconforter, parce qu'ils vont se prendre la violence à la police, quoi. J'ai la tribu de Dana dans la tête quand tu chantes. Peut-être. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille. C'est peut-être ça l'idée. Pardon, mais tu voulais dire encore quelque chose? Non, c'est vous, c'est ça. Ok, oui, moi je trouve aussi que c'est extraordinaire ce moment. Attends, ça mérite de lire mes notes sur le plan violon. Déjà, tu l'as peut-être dit, mais préciser que ce violon est donc en Black Bloc. Donc il a une cagoule noire, on voit pas son visage, il est habillé tout en noir avec des gants, donc il est vraiment au même titre que les autres, au même endroit que les autres, quoi, et qui sont en train de, eux, lancer on sait pas trop, des bouteilles... pommes de pain. Oui, puis il y a des bouteilles avec du sable dedans, non? Je suis un peu naïve, c'est peut-être pas que du sable. Je sais pas, on sait pas, il lance des trucs. En tout cas, il lance des trucs. Et moi, j'ai écrit ce violon que j'arrive toujours pas à m'expliquer parce que qu'est-ce qu'il fout là, bordel? Et en même temps, bien sûr qu'il est là. Et j'ai écrit c'est un plan qui m'échappe et en même temps celui que je retiens le plus, celui qui me marque le plus, un truc que j'ai jamais vu. Et peut-être que je peux faire un parallèle avec un autre truc que je me suis dit, c'est qu'en fait, elle aussi elle est là, Laurie Lassalle, en tout cas elle ou quelqu'un qui filme, au même titre que les autres Black Bloc, et elle aussi elle est en train de faire un truc entre guillemets par rapport, même si on comprend un petit peu plus l'intérêt de filmer des images que de jouer du violon alors que tu peux te prendre des flashballs et des gaz lacrymaux dans la gueule. Je sais pas ça.
Comme je disais, c'est pour Oui. se galvaniser, pour se Oui, rassurer. c'est ça. Mais du coup, je trouve ça fou et qui rejoint peut-être un petit peu tout ce qu'on disait sur la coexistence de l'art ou l'importance de l'art dans les formes communes. Et du coup, dans la continuité de ça, évidemment qu'il y a un violon avec le Black Bloc. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une image que j'avais jamais vue. Et je pense même cette idée de besoin, c'est qu'on a besoin de musique à ce moment-là. Donc on va jouer de la musique parce qu'on en a besoin. Ouais. Parce qu'on en ressent le besoin, peut-être juste humainement, émotionnellement. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous joue de la musique parce que ça va nous rassurer avant de se faire probablement matraquer, gazer, se prendre un flashball dans la tête, potentiellement perdre, parce qu'on sait que la police est extrêmement violente, donc potentiellement être blessé très gravement. Et parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens qui à ce moment-là prennent énormément de risques. Il y a eu des centaines de blessés sur Ouais. Notre-Dame-des-Landes. Hein. Et aussi pour rappeler que c'est pas eux à ce moment-là qui décident de ce niveau de violence-là, c'est la police qui décide du niveau de violence. C'est eux qui arrivent en armure, avec des matraques, avec des boucliers, avec des LBD, avec des chars. C'est extraordinaire. Je veux dire, t'as des gens en t-shirt, en pull, avec un kéfier peut-être et des lunettes, et t'as des chars de l'armée, bon pas avec des canons, mais c'est quand même des chars mobiles qui sont là, et tu te dis mais c'est complètement aberrant. Je veux dire, et le film, ça montre très très bien que le niveau de violence est imposé par l'État. C'est l'État qui vient imposer sa violence, et c'est eux qui sont obligés de se défendre. Oui, en réaction à ça. Et en fait, fatalement, plus tu te prends de la violence, plus tu vas devoir résister à la violence. Et aussi t'équiper de plus en plus fort. Bah oui. Et je fais un petit parallèle, mais c'est d'ailleurs c'est pas le même niveau, hein, mais ce qui se passe en Suisse, avec des répressions de plus en plus violentes dans les manifestations pour la Palestine, où en fait, on voit de plus en plus de gens qui du coup se ramènent avec des casques de chantier, des lunettes et du matériel de plus en plus adapté pour résister en fait à la violence qu'on se prend. Et en fait, on ne serait jamais allé avec ce matériel si on s'était pas pris des flashballs, des gaz lacrymaux, des canons à eau avec des gaz lacrymaux dedans. Bah oui, hein. Non mais tu te prends une fois du gaz, tu viens pas deux fois sans sérum phi, hein. Et du coup, il y a plein de trucs que, à chaque fois que tu dis, je me dis, je veux rebondir sur ça, donc je vais essayer de me rappeler sur tous les trucs que je voulais rebondir. Peut-être avant tout ça, je rétropédale un peu, mais je voulais revenir sur le discours de ce militant devant un policier, parce que je trouve que c'est une scène assez intéressante aussi. Donc tu l'as expliqué, mais je rappelle un peu. Donc c'est un des militants qui est en train de parler à un policier dans un champ. En fait, je crois qu'ils sont toute une ligne de policiers avec leurs boucliers qui restent totalement impassibles. Qui bloquent l'accès à la pelleteuse, en fait. Exactement. Et donc le militant lui dit, mais vous comprenez pas qu'on est en train de faire des modes de vie collectifs ensemble, vous réfléchissez pas, vous êtes juste l'organe de l'État. Enfin, voilà, il lui fait un discours très habité, et il est d'ailleurs filmé par plusieurs caméras de journalistes. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est un discours, donc il y a une dimension assez grandiloquente, même si je doute pas de la sincérité de ce militant, mais on le sait bien, d'autant plus quand on fait ou on analyse du documentaire, la présence des caméras par exemple, ça va impacter la façon dont tu vas te comporter dans le réel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est ce moment-là et peut-être un ou deux autres moments où il y a d'autres personnes qui parlent à des journalistes, où on va avoir un discours sur le mode de vie qu'on a observé jusque-là. Et qu'en fait, quand on est en train de filmer les gens qui sont en train de vivre dans la ZAD, ça paraît logique. En fait, il n'y a pas tant de moments où on nous explique. Les moments où des gens parlent à la caméra, c'est plutôt pour expliquer, par exemple, un type qu'on suit souvent dans la forêt, qui explique pourquoi tel arbre est ici, ou qu'est-ce que c'est telle feuille qu'il est en train de regarder. On n'a pas vraiment de gens qui viennent nous raconter, ici, nous sommes en train de nous organiser de telle manière. Et en fait, de nouveau, ça me paraît absolument logique par rapport à ce qu'elle filme. Ce qu'elle filme, c'est un mode de vie, donc elle le montre. Mais si on regarde beaucoup de documentaires aujourd'hui, c'est tellement pas évident. Il y a tellement de documentaires qui sentent le besoin de nous expliquer par une voix off ou des entrevues conventionnelles ce qu'on est en train de regarder. Et moi, je le mets au crédit de nouveau de Laurie Lassalle de ne pas faire ça. Et en fait, de montrer que les discours, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui sont à l'extérieur, les journalistes, les policiers, ceux à qui on doit expliquer. Pour les gens qui ont envie d'adhérer à ça, on regarde. Et je trouve ça... je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Non, je suis d'accord avec ça. Au début du film aussi, quand ils expliquent un peu la stratégie qu'ils veulent négocier avec l'État, c'est aussi parce qu'ils parlent à la radio. Donc oui, effectivement, toujours ce truc de discours qui est tourné vers l'extérieur, qui n'est jamais tourné vers le film. Le film le capte, permet de contextualiser des choses grâce à ça, mais le discours n'est pas dirigé vers le film, effectivement. Et ce qui est un point, comme tu dis, qui est très intéressant. Ouais. Et un autre truc que je veux dire par rapport aux affrontements, c'était quelque chose que tu avais remarqué toi, c'était le fait qu'on voit concrètement
très peu les blessures et les violences que subissent les zadistes. Je sais pas si elle les a filmées, mais en tout cas, elle les montre pas. Il y a effectivement quelqu'un qui se prend un LBD dans la tête, où on le voit qu'il saigne, même si son visage est flouté, on voit qu'il saigne, et qui est ramené par ses camarades. On voit des grenades exploser, on voit du gaz, on voit que c'est extrêmement violent. On voit que c'est violent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... comme on pourrait le voir dans le film de David Dufresne sur les Gilets jaunes, par exemple, où il y a vraiment beaucoup de scènes où des Gilets jaunes se font matraquer, se font mal, où on voit des mains déchiquetées, on voit des choses qui sont extrêmement violentes. Là, elle a comme un retrait par rapport à cette violence-là. Oui, c'est violent, mais je ne vais pas non plus montrer. Parce que ce que je voulais dire plutôt, c'est marrant, mais où on en avait un peu discuté, c'était que pour moi, elle le montre d'une autre manière. Elle n'a pas besoin de montrer, enfin elle aurait pu, mais elle ne montre pas l'impact des violences, mais en fait la scène se reçoit comme extrêmement violente, de par, comme tu dis, le son qu'on entend des tirs de flashball et de gaz lacrymo, la tension avec la façon dont se filme, le fait qu'une fois de plus, elle est au milieu de tout ça, elle n'est pas en dehors du black bloc, elle est à l'intérieur. Pour moi, ça traduit ou permet de percevoir tout autant la violence que si elle avait été, et peut-être même plus que si elle avait été filmée des blessés qui ne sont plus au cœur de l'affrontement. Pour moi, c'est une autre façon, en fait, de montrer cette violence-là, peut-être de manière plus subjective. Elle ne considère pas que la violence de la police commence à partir du moment où il tape, je pense. C'est que j'ai l'impression vraiment, quand tu vois le film, que la police en elle-même est violente. C'est-à-dire que ça commence vraiment par des formes, au fond, de guignols en armure et en bouclier qui sont là. Et en fait, juste ça, c'est déjà violent. Juste le fait de sentir que tu as le droit d'arriver en armure avec des armes sur un territoire pour venir taper d'autres citoyens, c'est déjà violent, en fait. Le fait d'être là, planté là. Et elle montre vraiment toutes ces lignes de gens dans la forêt avec leurs boucliers qui n'ont rien à faire là, en fait. Leur équipement n'est pas adapté pour être là. Et je pense que pour elle, ça, c'est déjà de la violence. On n'a pas besoin de passer le cap du moment où le flic va taper, au moment où le flic va lancer une grenade, ou le moment où tu vas être blessé, pour dire « Ah, ça, c'est violent, en fait ». Je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée-là. Et parce que la scène la plus violente, pour moi, du film, c'est pas la scène où on voit le zadiste blessé par un flashball. C'est la colonne de chars qui avance avec cette meuf-là qui est au milieu. Je sais pas si c'est une meuf, mais cette personne-là qui est au milieu, qui les engueule. Après, ils disent « Dernière sommation, on va attaquer ». Et donc, elle se met à chanter, et elle part, et elle pleure toutes les larmes de son corps parce que c'est une tristesse absolue. Et il y a les chars qui passent comme ça à côté d'elle, et les flics qui passent en armure à côté d'elle, et qui à un moment donné décident, bon, c'est bon, maintenant on te pousse parce qu'en fait tu nous fais chier. Et ils la prennent et ils la dégagent sur le côté, quoi. Pas hyper violemment, mais quand même violemment. Et ça, c'est une scène mais d'une violence et d'une tristesse qui est vraiment absolue, quoi. Et il y a personne qui se fait frapper à ce moment-là. C'est la police, comme organe, est un organe violent. Oui, puis j'allais exactement parler de cette scène aussi, parce que pour moi, en fait, mais de nouveau, trop forte, Laurie Lassalle, parce que c'est ça aussi, de faire du cinéma, en fait, c'est de nous faire percevoir la violence là où on la captait pas nécessairement, ou pas de la manière dont on la percevait. Et en fait, on ressent beaucoup plus fort le dispositif policier dans, par exemple, ce genre de scène. Effectivement, avec cette militante qui est en train de pleurer et de chanter alors que des chars de police la dépassent. Et moi, un autre truc que je me disais sur cette scène, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Tu nous as expliqué que c'est des chars de l'armée qui sont brandés pour la police. Mais à la base, c'est l'armée, hein. C'est la même chose. Non, mais cette scène, elle est horrible. Elle est terrifiante. Et il y a un truc que je me disais, je sais pas si tu voulais rebondir sur d'autres trucs, mais par rapport à cette scène, vas-y. Que je trouve vraiment fascinant, c'est la première scène où, je m'étais déjà rendu compte de la présence de la caméra, mais où là, je l'ai eu comme encore plus... je l'ai encore plus conscientisée parce que c'est une scène où je me suis demandé est-ce que le fait qu'elle est en train d'être filmée est potentiellement en train de la protéger, parce que du coup, si tout d'un coup les policiers voulaient faire des violences qui sont, surprise, pas trop légales sur cette manifestante qui n'était pas en train de causer un quelconque problème. Comme on l'a déjà vu, un coup de matraque, un croche-pied pour la faire tomber, pour l'humilier. Le fait qu'elle est filmée et que donc l'image est captée, est-ce que ça empêche de le faire ? Et je trouvais ça intéressant de me dire, mais du coup aussi le fait de le film, parce que généralement les images d'un film, on va plutôt imaginer qu'elles vont avoir un impact au moment où elles vont être projetées, dans un deuxième temps, quand le présent du filmé n'est plus le présent. Et en fait là, de se dire, mais le fait même de filmer, ça a déjà un impact sur ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, qu'on peut se dire inversement, c'est que le fait de filmer met aussi en danger la réalisatrice, comme on l'a dit, quand elle est au milieu du black bloc. Ouais.
Et en fait, du coup, pour rebondir là-dessus, sur cette présence policière, en fait, moi, c'est qu'en voyant le film la première fois, je me suis dit, il y a quand même un imaginaire colonial qui est déployé là. Et c'est vrai que Christine Ross, elle le dit. C'est-à-dire que si on n'est pas forcément dans de la colonisation, parce que la colonisation, c'est autre chose quand même, c'est d'autres niveaux de crime, c'est d'autres niveaux de violence, c'est d'autres niveaux... Du racisme. Voilà, c'est d'autres choses, c'est d'autres logiques encore. Elle explique, en tout cas, qu'historiquement, la lutte contre la commune ou contre les formes communes, c'est toujours accompagné d'une rhétorique coloniale. Donc au niveau des termes, on va avoir des discours qui vont être similaires à ceux qu'on utilise pour justifier la colonisation. Donc si d'ailleurs la violence n'est pas exactement la même, n'a pas la même ampleur ni les mêmes dégâts, la rhétorique de base est la même. C'est-à-dire que ce sont des territoires inutiles où il n'y a personne, donc on a le droit d'y aller et de faire ce qu'on y veut. Et c'est tout. Et l'État fait ce qu'il y veut parce que c'est sa possession. Et là, en fait, c'est la même chose. Quand tu vois tous ces flics arriver, c'est-à-dire que tu as des gens qui occupent le terrain, qui habitent depuis des dizaines d'années, qui cultivent leur nourriture, qui font paître leurs animaux, tout ça. Et l'État décide non, en fait, votre territoire, il est à nous. Vous ne l'habitez pas parce que ce n'est pas chez vous. Et nous, on va venir et on a le droit parce que c'est nous l'État. Comme ils le disent au début, selon les règles du droit. C'est propriété privée qui ne vous appartient pas, donc on y fait ce qu'on veut, on vous applique la violence que l'on veut. Et ça, c'est en fait, tu le perçois, c'est jamais dit dans le film, il n'y a jamais le mot colonial il n'y a jamais ce genre de discours qui est là, mais juste de voir, en fait, comme je disais, ces policiers qui ont le droit, en fait, qui prennent le droit d'arriver avec des chars et de sortir tout le monde, de les violenter, tu ressens, en fait, cette espèce de continuum, on va dire, colonial, où en fait l'État colonise sa propre population, son propre territoire, quoi. Recolonise, je sais pas comment on pourrait dire. Parce que j'ai pas envie de faire un parallèle trop direct non plus avec la colonisation, parce qu'encore une fois, c'est pas la même chose, je pense. Oui, puis il y a un truc un peu mais j'ai l'impression, je suis pas assez spécialiste de la colonisation, mais d'avoir le truc pour avoir le truc, quoi. Parce que t'es propriétaire. Parce que je pense à ça parce qu'il y a un militant qui explique au début qu'en gros, la terre appartenait théoriquement à ceux qui allaient construire l'aéroport et que comme le projet d'aéroport est arrêté, la terre revient à l'État. Mais que l'État ne veut pas de cette terre et ne veut pas en avoir la charge. Et donc il dit ça tombe bien parce que nous, on veut bien la prendre en charge. Et donc en fait, tout ce dispositif policier, il est déployé pour un truc que l'État veut même pas avoir en charge. Donc t'as l'impression que c'est juste pour... Enfin, je vais faire une caricature, mais c'est un peu un enfant qui dit c'est à moi, c'est mon jouet. C'est aussi parce que la ZAD met en danger le principe de l'État. Parce que si des gens peuvent s'auto-organiser, peuvent vivre pendant 10 ans, peuvent se nourrir sans que l'État s'en mêle, c'est dangereux pour lui. Ouais. Donc c'est aussi parce que et il y a ça on le voit très bien quand on lit les témoignages de policiers de la gestion de la lutte écolo, l'État a perdu et l'État veut se venger. Donc il y a aussi ce truc là de montrer le rapport de force finalement. Et aussi parce qu'il a perdu et qu'il a besoin de se venger. On le voit très bien en fait quand on regarde ce qui s'est passé autour de la méga bassine où il y a eu avec les quads et sur LBD et tout ça. C'est aussi parce qu'ils avaient perdu et que là ils ont décidé cette fois on ne perd pas. Et cette fois, on va leur mettre une branlée. Et c'est vraiment, il y a vraiment des attitudes revanchardes à l'intérieur de la police, à l'intérieur de l'État, parce que ils leur ont fait perdre, je sais pas combien peut-être 2 millions d'euros. Pour eux, c'est 4 connards avec des tentes et des vaches qui leur ont fait capoter un projet d'aéroport à plusieurs millions d'euros. C'est ça, ou peut-être même milliards d'euros, je sais pas. Donc c'est ça surtout, en fait. Il y a cette violence-là, elle est pas complètement étrangère à ce sentiment revanchard. On a un autre truc que je voudrais aborder par rapport à ça, c'est aussi l'aspect, on a beaucoup parlé de la violence des policiers, mais aussi l'aspect résistance des personnes, et notamment de nouveau une citation de Laurie Lassalle qui dit « Je n'avais jamais été à ce point en prise avec une violence aussi régulière et aussi puissante en face, mais aussi je n'avais jamais été en résistance avec autant de personnes. » Je pense que c'est un truc qu'on peut mentionner aussi, c'est de voir à quel point, tu l'as dit, ou le fait que quand des gens sont en train de résister, d'autres sont déjà en train de reconstruire, à quel point ça a l'air organisé et réfléchi. Je me rappelle quand toi, on regardait le documentaire, tu dis, et que j'étais impressionnée par tout ce qu'ils étaient en train de mettre en place pour se défendre, et tu étais, en 10 ans, tu m'étonnes qu'ils se sont formés et qu'ils sont prêts, quoi. Et il y a un truc assez satisfaisant aussi, quand même, à se dire, ok, on peut développer toutes ces formes de résistance. Ça veut pas dire que la violence en face n'est pas énorme et disproportionnée. C'est ça le mot que je cherchais au début, c'était disproportionné.
Mais ça veut pas dire qu'on peut pas non plus développer toutes ces résistances collectivement. Et d'ailleurs, à la fin, je crois qu'il y a une militante un peu qui en parle, une zadiste qui dit des gens ont décidé de partir et ça se comprend, ils se sont pris tellement de violence, mais on pourrait rester aussi collectivement, on a une force ensemble ou quelque chose comme ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des gens qui sont venus pour défendre et qui sont pris la violence de l'État et qui sont repartis et qui dit je sais pas dans quel état sont ces gens. Il dit ça m'étonnerait pas que ces gens soient en hôpital psychiatrique aujourd'hui. Oui, je parlais plus de l'autre, la Ouais. personne dans la rivière. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Et peut-être pour terminer sur la police, parce que bon, on va pas non plus... leur faire l'honneur de leur pas d'en parler trop longtemps. Ce qu'il y a aussi, ce que je trouve très intéressant avec le film, c'est que j'ai ressenti quelque chose que moi je ressens quand je vais en manif et qu'il y a la police qui est là. C'est cette espèce de contradiction en fait entre, à la fois c'est vraiment des guignols parce que y a des mecs qui sont là, toi t'es en t-shirt avec ton masque FFP2 et peut-être tes lunettes de piscine si t'es préparé. Et les mecs qui sont là en armure avec genre des flingues. Une fois quand on était à une manif, il y avait vraiment il y avait des flics avec des fusils d'assaut, je veux dire pas des LBD, on avait croisé des flics avec des fusils d'assaut et tu dis mais vous êtes complètement en fait t'as vraiment à la fois ça te fait profondément peur parce que tu te dis ce mec là peut me tuer en fait ou peut me faire extrêmement mal, mais de l'autre côté mais tu te dis mais vous êtes complètement c'est... À côté de la plaque, c'est quoi la narration que vous avez dans la tête quoi et je trouve que le film arrive quand même à travailler cette ambiguïté où ça te touche profondément, ça te fait peur, c'est très apeurant, mais de l'autre côté tu les vois là en armure dans la boue à pas pouvoir avancer parce qu'ils sont trop lourds et qu'ils ont pas les bonnes bottes ou je sais pas quoi. Tu te dis mais vous êtes des guignols, c'est pas possible quoi. Ouais, peut-être que le bon mot c'est des clowns, parce que les clowns autant c'est effrayant et en même temps c'est ridicule. Ouais, c'est ça. Et elle arrive, je trouve vraiment à trouver ce point d'équilibre. C'est peut-être juste moi, hein, mais c'est vrai, ils apparaissent à la fois comme extrêmement dangereux et comme extrêmement clownesques en même temps. Et je pense que ça fait partie de la police en fait d'essayer de nous faire peur, mais au final ils sont ridicules quoi. Mais je sais pas trop quoi faire avec ce sentiment, mais c'est quelque chose que je ressens moi dans la vraie vie quand on va manifester, qu'on les voit dans leur char avec des canons à eau, et toi t'es là mais tu te dis mais... Une fois de plus, peut-être que c'est la conséquence directe du positionnement de Laurie Lassalle. Le fait qu'elle se met, qu'elle est dans les Black Blocs du côté des zadistes et que du coup, elle filme à leur hauteur. Et c'est ça qu'on perçoit en fait à cette hauteur-là. C'est ce sentiment-là. Mm-hmm. Donc voilà, moi c'était aussi ça que je voulais dire sur la police. Mais ce qui est aussi important, c'est que le film ne se termine pas par ça. C'est qu'il y a encore 20 minutes, voire 30 minutes après tout cet affrontement, toute cette violence, où on voit les conséquences en fait, de la violence. C'est qu'il y a les maisons qui sont cassées et qui vont être reconstruites. Il y a le gars qui ramasse les grenades et qui a un discours extraordinaire aussi. Peut-être pas tout spoiler le film, mais c'est super cool ce qu'il dit. Et en fait, il y a un truc on parlait de l'espace où il y a une phrase qui à un moment qui est dit où il explique en fait, vous voyez l'arbre là-bas il est penché, c'est parce qu'il y a un char qui est passé il y a je sais pas combien d'années. Et en fait, on voit aussi que pour la police, c'est un moment. On a souvent l'impression que les choses sont un moment et c'est tout. Mais aussi le film se montre quand même qu'en fait quand on s'intéresse vraiment à un lieu, quand on habite vraiment un lieu, un espace, il est impacté sur le long terme en fait par des chars justement qui plient les arbres et qui après ont du mal à se replanter, qui vont mourir peut-être beaucoup plus rapidement que si le char n'était pas venu. Et elle prend vraiment le temps de montrer que cet espace en fait il est aussi façonné par la violence, et justement le gars qui ramasse les grenades dit mais en fait les grenades elles font aussi partie de la vie de ce lieu maintenant. Je veux dire, tous les déchets que la police veut, les LBD, les trucs, ça fait partie du lieu quoi. Et ça je trouve ça aussi intéressant de donner cette place là une fois Oui, puis pas d'aller dans ce discours, par exemple, que la forêt serait plus grande que ce moment, parce qu'effectivement, comme tu dis, la forêt, elle est impactée. La forêt, si l'aéroport avait été construit, elle aurait probablement plus été là. Mais d'y retourner quand même. Et d'ailleurs, elle le présente un peu comme le centre névralgique de son film, mais c'est vrai, c'est que à la fin des affrontements, on retourne dans la forêt, d'ailleurs, avec la même personne qui est dans le premier plan du film, qui est donc ce militant dont tu parles, et qui explique déjà au début du film quelque chose sur un arbre qui a été planté là par l'industrie, parce que c'est des arbres qui poussent plus rapidement. Et là, du coup, c'est de nouveau avec lui qu'on est dans la forêt.
Et il raconte l'impact et après il pose sa main à côté d'un insecte et c'est cool. Ouais, et ça, c'est aussi un truc très important de la forme commune, c'est-à-dire qu'on apprend à réhabiter aussi des espaces pour de vrai. Alors que le capitalisme mondialisé nous a l'impression qu'on est tous des citoyens du monde, qu'on est à la fois en France, en Suisse, on peut être en Chine, on peut être aux États-Unis, au Chili, peu importe, et que oui, à la fois c'est un monde global où tout ce qui se passe nous impacte tous et que c'est centralisé, mais aussi c'est aussi une déconnexion concrète de notre environnement où on n'a plus de lien avec ce qui nous entoure. Et ce que le film montre aussi, c'est que quelques hectares de forêt, au sens où tout un territoire comme la France, quoi, en fait, tu peux l'habiter toute ta vie, le connaître intimement, savoir où les mecs ils savent tel truc, ils disent ça s'est passé à telle époque, c'est pour ça, et aussi des connaissances hyper pointues où en fait cette forêt là tu comprends comment elle fonctionne, mais tu peux le savoir qu'après des années à vivre dedans, à l'étudier, à comprendre. Et ça, je trouve, c'est aussi très intéressant de laisser de la place à ça, c'est-à-dire à fait que quelques hectares de forêt. Qu'est-ce qui se passe ? Un mariage. I guess. Ouh, c'est la révolution. Oh non, on a loupé la révolution. Merde. Et en fait, c'est juste que c'est important, je trouve, que le film donne cette place à ça parce que c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas. En fait, on ne connaît pas notre environnement direct. Peut-être que même si on a un jardin, en fait, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des jardins qui ne connaissent pas vraiment leur jardin, qui vit dans leur jardin, quels animaux ils viennent, à quelle période, quand, quels insectes, quelles plantes, tout ça. Et donc, je trouve que en fait, ça fait partie de l'utopie que le film montre, c'est-à-dire qu'on peut se reconnecter à la nature, on peut se vivre différemment que la nature, avec notre espace, avec les arbres, avec les salamandres, avec tout, qu'on peut avoir d'autres façons de dialoguer avec eux qu'une forme d'exploitation, c'est-à-dire que tu vas voir une fois une salamandre dans ta vie en allant au zoo, quoi. Oui, puis ce qu'on a déjà dit et qui montre, et que je peux après rassembler dans une citation de Christine Ross, parce qu'aujourd'hui j'ai pris des citations. C'est du coup, si tu te mets au diapason de ton environnement, tu vas être conditionné par cet environnement pour ton mode de vie. C'est-à-dire que s'il est impacté par des chars, par des grenades, ton environnement, enfin ta façon de vivre va être impactée par ça aussi. Et d'ailleurs, elle le dit. Elle dit « La forme commune, ce sont d'abord des gens qui vivent différemment et changent leur propre situation en œuvrant dans les conditions du présent. » Bravo, Christine Ross. Bravo. Est-ce que c'est un beau mot de fin ? Ouais, moi je pensais que ça faisait un petit mot de fin stylé, tu sais. Ouais, pas mal. Pas mal. Trop bien. Mais après, on finit avec des recos, non ? Alors, bon, on s'arrête là. On s'arrête là. On aurait pu continuer, je pense, à parler d'absolument toutes les scènes qu'on a aimées, mais on vous en laisse le plaisir, si vous ne l'avez pas encore vu, oui. de les découvrir. Même si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes arrivé là, bon, peut-être que vous ne le verrez pas. J'espère Moi, pas. j'ai même envie de le revoir pour redécouvrir les scènes. Déjà, j'ai recommencé à le regarder tout à l'heure et il y a des trucs que j'avais déjà oubliés et que j'ai trouvé encore mieux. Donc voilà, on vous recommande le film et de soutenir ce genre de cinéma, d'aller le voir en salle, comme on l'expliquait au début. Soutenez les salles qui diffusent ce genre de film, c'est important si vous le pouvez. Envoyer des messages, des mails pour dire merci d'avoir programmé. Ouais, vous avez une véritable influence sur les films qui sont diffusés auprès de chez vous. Dites-le à vos programmateurs. Genre, c'est des êtres humains, les gens qui décident des films qui passent dans vos cinémas. Vous pouvez les influencer, leur montrer que... parce que c'est tout bête, hein, mais si ce film-là il fonctionne, ou d'autres, il y en aura d'autres parce qu'ils se disent il y a un public. Et si effectivement il y a un public, c'est ça. Et voilà, et n'hésitez pas à encourager les gens qui font ce genre de projet, souvent de façon difficile, avec peu d'argent, avec beaucoup de passion. Malheureusement, on aimerait qu'il y ait un peu plus d'argent. Autant d'argent que de passion, ça serait bien. Ça serait pas mal. Mais voilà, et c'est souvent aussi des gens qui ont très peu de soutien, malheureusement, qui ont beaucoup de soutien de la part de très peu de personnes, plutôt, j'ai envie de dire. Oui, et d'autant plus, là, elle le dit clairement, Laurie Lassalle, qu'elle pourra probablement, en tout cas pas pour le moment, faire un autre film aussi, parce que, comme elle le dit, son tournage a duré 8 ans, et du coup, elle a eu très peu de financement, en fait, pendant 8 ans. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons de prod qui sont d'accord de soutenir pendant une aussi longue durée. Et oui, et n'oubliez pas aussi que les gens qui détestent, par contre, sont parfois très verbales. Donc,
peut être difficile de savoir. Soyons verbaux nous aussi. Voilà, ça vaut pas, ça coûte pas très cher de dire merci à des gens qui nous font plaisir et qui luttent pour nous aussi. Donc voilà, terminé là-dessus. Ouais. Pas mal. Tu veux faire ta reco ? Vas-y, commence parce qu'il faut que je réfléchisse. Je sais pas ce que tu fais. Non. Moi, je sais Bah, ce que vas-y. je fais, moi. Je voulais faire un lien avec le film. Ah ouais. Le moment de la scène, en fait, du violon, il y a la même dans Exilé de Johnito, Ah. où à un moment donné, il y en a un qui joue de l'harmonica et on se dit, tiens, il fait une référence à western, il y a une musique avec de l'harmonica. Et en fait, non, c'est un des personnages qui joue de l'harmonica à ce moment-là. Donc voilà, c'est la même chose que... Voilà, peut-être, est-ce que Laurie Lassalle est fan de Johnito et a voulu lui rendre hommage aussi dans son film ? Question ouverte. On espère, elle nous le dira peut-être. Mais je voulais recommander un autre film que Exilé, qui est très bien. Regardez Exilé, c'est super. On s'est dit avec Ludi, quand on l'a vu, que si quelqu'un nous demandait quel film... Il n'avait jamais vu de film de sa vie et il voulait regarder un film, on lui disait « Regarde Exilé de Johnito ». Ça, c'est le cinéma, quoi. C'est vrai qu'on si s'est t'aimes dit ça, normalement, tu devrais aimer le cinéma. Mais l'autre film, c'est un autre film de Johnito, donc, qui s'appelle Throwdown, ou Judo en français, qui est un film sur le judo, qui est un peu moins connu que Exilé, et qui est vraiment, qui m'a complètement bluffé. C'est un mélange entre un film de Johnito, un film de David Lynch, et un shonen sur le judo. Donc c'est un mec qui fait du judo, qui a envie de se battre avec tout le monde. Tout le monde, dès que t'es un peu un champion de judo, il veut se battre avec toi par pur plaisir. Et il va dans un bar, un espèce de bar jazz qui ressemble vraiment à celui de Twin Peaks, où il veut se battre avec le directeur du bar, parce que c'est un ancien champion de judo, sauf que lui, il est complètement alcoolique, sa vie est complètement détruite et il se bat plus. Et ils vont commencer à devenir potes avec une troisième meuf aussi qui est là, qui veut devenir chanteuse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu shonen, parce que t'as vraiment des personnages qui ressemblent vraiment à des personnages de shonen, genre le raté, le mec qui veut devenir champion, la meuf qui reste avec le groupe mais en fait qui a des aspirations autres. Et ça, ce qui fait que ça donne une dynamique hyper intéressante au film et qui est très marrant. Je veux dire, il y a un personnage de méchant qui m'a fait pas mal penser à David Lynch, parce que le mec, il a une espèce de tic aussi, où il parle tout doucement comme ça. Il est passionné par je sais pas s'il est passionné, mais en tout cas, il est accro aux jeux de combat. Alors, il est dans des bornes d'arcade à jouer des jeux de combat, machin. Il y a plein de scènes un peu bizarres où tu vois que le Johnny Depp, il a laissé vivre une espèce de bizarrerie qui parfois est là dans son cinéma, mais là j'ai trouvé qu'il poussait un petit peu plus loin le truc. C'est toujours très onirique, c'est toujours magnifiquement éclairé, c'est incroyable à quel point les films de Johnito sont beaux. Et il y a des scènes de judo absolument extraordinaires où les mecs ils se jettent par terre, vraiment, c'est hyper bien. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Il est sur Criterion, si vous avez accès à Criterion. Donc avec Exilé aussi, faites-vous un doublé Exilé Throwdown. Mais ouais, franchement, c'est un super film, vraiment incroyable. Faut que je le rattrape. Ouais. Je vais faire ça. Bah, du coup, j'ai trouvé ce que c'était Marocco. Ah, c'est quoi ? C'est aussi un film dont je vais probablement faire une critique Substack. Ah oui, ce qui permet de faire un petit coup de pub. On a un compte, ça se dit, c'est un compte ? Ouais. Un compte Substack sur lequel on publie aussi des critiques écrites. Mhm. Donc suivez-nous si vous ne le faites pas déjà. Et donc c'est le film À côté, un documentaire réalisé par Stéphane Mercurio, qui se place dans une salle à côté d'un parloir de prison et qui va filmer donc toutes les, majoritairement des femmes, mais les familles en général qui se rendent au parloir pour parler à leurs proches. C'est une prison pour hommes. Et beaucoup à leur mari et à leurs fils. Beaucoup à leur mari ou à leur fils, effectivement. Et du coup, c'est un documentaire, c'est du cinéma direct, je me trompe pas. C'est inspiration directe, oui. Après, Ouais. est-ce que c'est
concrètement du cinéma direct. Inspiration Alors qu'on va directe pas rentrer dans les débats. à trancher Alexandre Ruffier. Mais en tous les cas, donc on passe des semaines, des jours et des mois dans cette salle et en fait, il y a des protagonistes qui reviennent, il y a des personnes qu'on voit qu'une fois. Bon, je le développerai beaucoup plus dans la critique, mais pour teaser un peu le truc, si vous êtes déjà anticarcéraliste, ça va vous convaincre encore plus. Et si vous l'êtes pas, ça va vous convaincre. Parce que c'est vraiment un film qui montre très très fort et de manière très très forte, parce qu'en fait on voit jamais les prisonniers, mais l'impact que la prison a sur les prisonniers, mais aussi sur les personnes qui sont dans l'entourage des prisonniers, avec une phrase d'une des femmes qui dit très justement, mais en fait nous aussi on est punis, nous aussi on est mis en prison, parce qu'en fait ces femmes sont obligées, leur existence gravite elle aussi fatalement autour de la prison. Donc tout est dit avec ça, et le film le montre très très bien et de manière très frontale. Pas très frontal, c'est peut-être ce que j'allais dire. C'est que je trouve que c'est un film qui... Très frontal de manière détournée. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un film qui te montre la violence absolue. Ce que je voulais dire, c'est qu'on police. se la prend de plein fouet dans la gueule, mais de manière détournée. Exactement. Ouais. Et notamment, bon, je spoil ma critique, mais entre autres parce que tu vois une communauté qui se crée entre toutes ces femmes, et de l'entraide, de l'affection et de la bienveillance. Et elle fait d'autant plus mal qu'elle est créée à cause de cette extrême violence qu'est la prison, et de cette expérience très très dure qu'elles doivent toutes vivre ensemble, qu'on leur impose, alors que, comme elles disent, elles sont punies, alors que c'est pas elles qui ont été jugées. Ouais. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un petit côté... ça ressemble un peu à Forêt Rouge en fait, dans cette idée de montrer la violence extrême de la police, de la prison, de la justice, sans jamais montrer la prison en fait. Tu vois ni jamais les prisonniers. Ni les prisonniers. Tu vois jamais ce qui se même passe pas. derrière la prison, et pourtant t'es complètement, tu saisis très bien à quel point c'est une forme de torture en fait pour ces gens-là. Et il y a tout un truc aussi dans le film qui est hyper intéressant, c'est le... C'était pas le film qu'on critique c'est aujourd'hui. pas grave, j'ai envie de dire ça. C'est le côté où elles sont en mode « Ah, je sais que c'est horrible pour lui, mais c'est aussi horrible pour moi ». Un peu genre, c'est qui tu n'arrives pas à naviguer ce truc où... Cette espèce de hiérarchisation de qui vit la plus de douleur, quoi. C'est ça devrait Lui être pire pour moi. lui, mais en fait c'est horrible pour moi aussi. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Le film est sur Tank, il me semble. Voilà, donc regardez-le. Ensuite, lisez ma critique. Et ensuite, ou avant, abonnez-vous à notre compte Substack. Et à Tank aussi. Et à Tank. Au passage. Et envoyez des messages aux salles de cinéma. Faites plein de choses pour le cinéma. Ouais, demandez, diffusez Forêt Rouge, ça a l'air hyper cool. Ouais, grave. Voilà, bon, tout ça pour finir cet épisode. Prochainement... Je sais pas ce que c'est notre prochain épisode. C'est une entrevue. Oui, c'est une entrevue c'est avec l'entrevue de Kit Yourself. Ouais. Et pour le cri de la critique qu'on verra. Et après, ça va être Vision du réel. Ah oui, on va couvrir Vision du réel, le festival de cinéma documentaire suisse. Donc stay tuned. Au revoir. Ouais. Jean-Marc, chaque match, ça joue avec toi. Mais les entraînements, t'es un clown. Rappelle-toi bien ce que je te dis. Cette semaine encore, t'es un clown. Parce que t'arrives une fois à 10h, une fois à 7h30, une fois à 8h. On sait jamais que t'arrives. Par contre, sur les matchs, je peux rien dire pour le moment. Mais fais bien attention, parce que ça, c'est des trucs... je pardonnerai pas aux entraînements si tu viens pas, puis tout d'un coup, tu me fais une crevée le dimanche. Tu risquerais bien d'être 2 ou 3 semaines sur la touche.